avancée. De ces fibres partant donc de la crosse aortique vers les nerfs aortiques, le nerf de Lyon-Ludwig, qui va ensuite rejoindre le cours du vague. Vous aurez également depuis le sinus carotidien des nerfs sino-carotidiens dits de Hering, qui rejoindront eux le cours du neuf, du glossopharyngien. Et l'objectif principal, enfin ce dont on en voit l'effet, est principalement d'amortir les principales variations de la pression artérielle de l'ensemble du circuit, et en particulier ceux que vous connaissez bien au changement de position, décubitus dorsal, position debout, dans lequel vous aurez à réguler des variations volémiques importantes, puisque vous avez à ce moment-là, par la gravité, une redistribution complète de l'ensemble de votre répartition volémique, celle qu'on a vue dans le système veineux principalement, mais pas les mêmes veines. Celle du dos lorsque vous êtes couché sur le dos, c'est celle des jambes lorsque vous êtes en position debout. Et il faut rapidement réinstaurer tous ces systèmes, puisque vous allez manquer principalement de pression dans la partie supérieure du corps, qui va s'en trouver totalement vidée, et c'est ce qui donne des malaises ou simplement ce petit voile noir que vous pouvez expérimenter de temps en temps le matin essentiellement. Et ces effets-là, en particulier pour la circulation cérébrale, sont importants. L'anatomie, vous l'avez résumé ici, donc barorécepteurs dans la crosse aortique, et qui vont ensuite aller au nerf de Lyon-Hering sur le Lyon-Ludwig sur le nerf aortique, puis les récepteurs, barorécepteurs au niveau des sinus carotidiens vers le nerf de Hering et le neuf. Deux relais qu'on a vus hier autour du NTS, le noyau du tractus solitaire, les centres régulateurs vasomoteurs, et puis ensuite une répartition qui va se faire tant vers le parasympathique et vers le sympathique, avec des effets bien entendu opposés sur l'un et sur l'autre, de façon à maintenir à nouveau cet effet de la pression artérielle. Alors comment le fait-il ? Il le fait principalement donc en détectant par le biais de cet étirement et en envoyant un signal qui est essentiellement un potentiel d'action. Donc cette cellule qui va être étirée à ce moment-là va engendrer un potentiel d'action dont la fréquence va être modulée en fonction de la hauteur de la pression artérielle. Donc c'est en fait le niveau principalement de tension artérielle et la variation rapide de cette tension artérielle vers le haut, une élévation brutale de tension, ou vers le bas, une diminution brutale de tension, qui vont engendrer des réponses différentes quant à la fréquence d'émission de ces potentiels d'action. Et à tension basse, le nombre sera inférieur à ce qui va se passer quand les tensions vont s'élever, et à ce moment-là, on va avoir une augmentation plus importante de la fréquence de décharge et donc d'émission de ces potentiels d'action. Ce système va principalement fonctionner entre 50 et 100 ou 150 plutôt, millimètres de mercure, corrigez ce chiffre ici, pour une augmentation qui va donc entraîner ensuite par le centre bulbaire parasympathique une vasodilatation périphérique et une inhibition du centre sympathique qui lui-même va inhiber donc la vasoconstriction, et les deux vont modifier cet effet lorsque la tension s'élève. D'accord ? Et cet effet d'émission et cette répartition de la fréquence des émissions en fonction de l'importance de la pression artérielle, vous l'avez résumé ici, donc dans ce schéma, centré aux alentours de 100, et donc vous voyez la distribution entre 50 et 150, ce qui fait qu'en dessous, il n'y a pas d'effet de ce paroréflexe, il n'émet pas, et au-dessus, il est saturé. Donc la variation que vous pourriez avoir au-dessus de 150 sera peu utile. De temps en temps, il peut y avoir des variabilités pour les uns et pour les autres qui les entraînent à 160, 170, mais enfin bon, quand vous êtes dans des régimes de pression très élevés, vous n'avez plus d'effet régulateur possible autour de cette boucle du baroréflexe. Or, des variations de pression, vous en avez tout le temps au cours du cycle cardiaque. On en a étudié hier toute une série d'élévations,
de retour aux pressions. Vous avez les mêmes au niveau du sinus carotidien, les mêmes au niveau de la crosse aortique. À chaque pulsation, vous avez une élévation de pression. D'accord ? Le baroréflexe va répondre à cet effet. Et il va répondre comment? Lorsque vous êtes dans les régimes bas, donc aux alentours de 70, 80, là, pour la pression artérielle diastolique, lorsque vous montez dans le haut, 120, 130, 140 mm de mercure pour la pression artérielle systolique, vous êtes justement dans la gamme d'action du baroréflexe. Donc il ne cesse de fonctionner à chaque battement cardiaque. Et il fonctionne comment? Principalement comme vous le voyez là, comme je vous l'ai dit, avec une fréquence des potentiels d'action qui va s'élever de plus en plus à hauteur de la pression moyenne qui règne dans le système, d'accord? Et puis avec cette élévation brutale qui est le signal dans lequel tout d'un coup cette modification de la tension artérielle entraîne une réaction avec un étirement important, puisqu'on va avoir une pression supérieure sur la paroi aortique et sur la paroi carotidienne, et donc avec une fréquence de décharge, dont vous le voyez ici, l'effet va perdurer plus ou moins longtemps en fonction de la valeur de la pression moyenne. D'accord ? Donc valeur de la pression moyenne, l'augmentation de la décharge, et puis durée ou variation de la pression, rapide à chaque pulsation, à chaque battement cardiaque, mais de façon aussi répétée, et donc des ajustements cycle à cycle sur un maintien d'une élévation brutale dans différents moments, celui où vous passez de position couchée à la position debout, vous allez maintenir votre pression artérielle à un niveau un peu supérieur à celui que vous aviez à la pression couchée, et donc vous allez avoir un effet qui va se maintenir dans ce temps. Et lorsque vous êtes sur des valeurs très élevées de pression artérielle moyenne, vous avez une décharge continue, donc il n'y a plus de modulation, il n'y a plus de variabilité, et de fait, il n'y a plus à ce moment-là d'utilité, entre guillemets, de cette boucle réflexe. Et le tout est relativement, en plus de ces deux variations autour de la pression moyenne, delta de pression brutale et continue, c'est un phénomène qui a une propriété particulière, c'est qu'il va se remettre rapidement et se décaler assez rapidement en fonction de ces modifications. Donc si vous avez un effet qui va perdurer pendant des heures et des jours, à partir de ce moment-là, le baroréflexe et donc les récepteurs à l'étirement vont se décaler en régime de pression, de façon à retrouver, non pas autour de 100, on a vu que c'était le point d'inflexion de la courbe, donc où la pente est le plus élevée, où la réponse est la plus sensible, mais si vous avez une pression qui se maintient dans des semaines, non pas à 100 de pression moyenne dans le système, mais à 120, eh bien, votre récepteur va pouvoir se décaler, s'adapter dans un certain régime de pression pour remonter un peu et mettre ce point d'inflexion le plus utile aux alentours de 120 mm de pression. Et cet effet, que donne-t-il? Eh bien, on peut le faire sur deux types d'exemples ici. Le premier, c'est celui d'une expérimentation chez l'animal, sur un cœur de chien, dans lequel vous allez, in situ, mesurer chez l'animal une variation sur un certain nombre de minutes, de dizaines de minutes ici, variation de la tension artérielle. Vous voyez ici qu'elle se situe dans les valeurs normales, entre 120 et 80. Chez le chien aussi, c'est à peu près sur ces mêmes types de valeurs que se situe le niveau de tension. Et lorsque vous dénervez, donc vous coupez les afférences au niveau des sinus carotidiens et au niveau de la crosse aortique, alors à partir de ce moment-là, vous allez avoir une fluctuation extraordinairement élevée de cette tension artérielle alors qu'on est dans les mêmes conditions, animal toujours au repos. Il n'y a pas eu de chat qui passe devant, il n'y a pas eu d'éléments avec une pâtée qui tombe à gauche. Non, non, il y a juste ce qu'il faut habituellement dans les mêmes conditions. Et vous voyez qu'à partir de là, la variabilité de la tension artérielle devient extraordinairement élevée. Vous montez sur des chiffres de 200, vous descendez sur des chiffres de 50, et donc vous n'avez plus de capacité régulatrice. Et ce que l'on voit, c'est que le baroréflexe n'est pas seulement utile pour ces petits changements de position auxquels on peut s'attendre, mais il est cycle à cycle. Un réflexe qui va maintenir votre pression artérielle dans des gammes
beaucoup plus contrôlée, donc aux alentours de 120-80, alors qu'en l'absence de ce système, vous auriez une distribution des valeurs beaucoup plus grande. Distribution des valeurs plus grande, mais attention, pas de changement de la valeur moyenne. Autrement dit, vous restez autour d'une valeur régulée identique. Ce que vous avez en fait, c'est un système tampon qui permet de limiter la variance. Et si on regarde deuxième exemple, celui qu'on a chez l'homme, c'est Jean-Luc qui avait publié cet effet, lorsqu'on a une résection chirurgicale des deux sinus carotidiens pour des chémodectomes, donc des tumeurs qui se développaient à ce niveau-là, vous retirez cette afférence, et bien on voit que ce baroréflexe n'existe plus, enfin il n'y a plus que la partie aortique là qui fonctionnait beaucoup moins, et donc la variabilité tensionnelle chez cet homme qui a été opéré, comme vous le voyez, reprend très précisément celle qu'on a vue chez l'animal, avec des fluctuations qui sont de 200 jusqu'à 50, et donc avec une perte de ce contrôle des valeurs de tension artérielle, contrôle qui n'est pas modifié quant à la valeur moyenne, on est toujours aux alentours des chiffres précédents, et donc en fait ce que l'on va voir lorsque l'on mesure cette distribution, chez l'animal normal, vous aurez une distribution très centrée autour de la valeur moyenne, et peu de fluctuations, parce qu'à chaque fois, ce réflexe vous permet de resituer la tension et donc d'en limiter les variations. Après l'énervation, vous avez au contraire une distribution beaucoup plus grande de toutes ces valeurs qui peuvent aller jusqu'à 200 et descendre en dessous de 50. Et donc, vous avez bien une réduction de cette variabilité lorsque le baroréflexe est actif. Mais lorsqu'il ne l'est pas, retenez que le système lui-même fonctionne malgré tout autour de sa valeur moyenne de façon identique. Tous les systèmes qui perdront leur mode de contrôle, leur régulation, vont fonctionner très fréquemment de cette façon. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une perte de la modulation du système tampon, vous garderez néanmoins la valeur moyenne régulière. Donc vous serez toujours globalement autour des valeurs moyennes. Il n'y a que lorsqu'il y a un changement d'état du système qui le fait dériver et qu'en plus il perd ses contrôles, que vous aurez un double événement, celui d'un changement de la valeur moyenne, qui pourrait ici aller vers l'hypertension, et celui de l'augmentation de la variance. Donc ces deux notions différentes, vous devez bien concevoir, celui du maintien autour d'une valeur normale, mais après celui des événements qui peuvent aller d'un extrême à l'autre extrêmement rapidement. Et ça, en général, on apprécie assez peu. Il y a des capacités, il y a des coûts, là encore, à la fois adaptatifs et énergétiques, qui seront importants autour de cette absence, finalement, de contrôle, qui est un des degrés supérieurs de la complexité pour un système hautement régulé, comme tous ceux qui sont cellulaires, vous l'avez vu pour le glucose juste avant, ou pour tous ceux qui sont dans une physiologie intégrée, ceux qui vont permettre le maintien des grandes valeurs de tension artérielle, de température, de fréquence cardiaque, de fréquence respiratoire, etc.